Bonjour, rebonjour sur Studio M, la chaîne en live de Esprit Contract, pour une nouvelle table ronde dédiée aux grands projets des architectes d'intérieur, mais aussi des marques. Merci à tous d'être venus. Je vais vous présenter. Il y a Jason Brackenbury, président de Flows France. Merci Jason d'être là. Vous êtes d'ailleurs exposant sur Esprit Contract, avec donc vos offres dédiées aux professionnels. Thierry Conquet, à nouveau. Ça faisait longtemps. On s'est parlé il y a une demi-heure. C'est la dernière fois, architecte d'intérieur, designer, délégué du CFAI auprès de l'ECIA, c'est ça? Voilà. Jules Mény-Deschamps, bonjour, vous êtes architecte d'intérieur. On se vous voit, tiens. On se vous voit. On se vous voit. Tenez bien le micro alors. Architecte d'intérieur, vous travaillez sur des projets en retail, en contract, vous avez été directeur de création et du développement de Merci. Voilà. Je voulais aujourd'hui que nous échangions sur l'écosystème général, la saine collaboration entre les archis d'intérieur et les marques. Vous avez pour particularité de travailler pour les particuliers, parce que Flows a une grande division sur la décoration, mais également en hôtellerie, en retail, pour les sièges sociaux. À quel moment, je commence avec vous Jason, à quel moment vous intervenez sur ce type de projet ? En fait, il n'y a pas de règle. Right? Il n'y a vraiment pas de règle le moment qu'on intervient. Comme vous avez dit, Flows est une marque qui est, pour beaucoup d'architectes et designers, connue pour nos produits décoratifs, nos produits grand public. Mais en fait, ça représente la moitié de notre chiffre d'affaires en France et globalement à peu près la moitié mondialement. Donc, nous, on a un travail déjà d'être connu dans le cercle des designers et architectes pour les parties architecturales et notre capacité de vraiment fabriquer la solution que le designer a besoin. Donc, le moment qu'on arrive dans un projet, c'est vraiment lié à la relation qu'on a avec le designer, souvent avec le client final. Donc, en fait, oui, ça peut arriver à plusieurs de moments. Et vous avez la particularité de pouvoir produire des choses sur mesure. Oui. Pour certains projets. Et pour n'importe quel projet avec un budget. C'est une capacité qu'on a toujours eue, mais était un peu une chasse gardée en Italie pendant, on est une boîte italienne, pendant des années. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ouvre un petit peu plus maintenant le monde entier. On a aussi une facilité en États-Unis pour les projets sur mesure aussi. Donc, oui, pour nous, c'est un outil de travail qui nous permet de vraiment avoir des conversations en profondeur très tôt sur un projet. Ce n'est pas juste les pièces de décoration qui vont terminer un projet. On peut arriver très tôt et trouver des solutions qui peuvent être certains des marqueurs pour le style de ce projet. Pour l'identité, on en parlait tout à l'heure avec Thierry. C'est ce que moi, j'adore. C'est la partie qui m'anime. Oui. Thierry, Jules, vous avez travaillé justement avec des marques pour produire du mobilier, des luminaires sur mesure. Ça vous est déjà arrivé pour des projets notamment en hôtellerie, je ne sais pas Thierry, quand vous aviez travaillé sur un grand hôtel à New York notamment? Oui, cette histoire-là était une partie de mon passé avec une dame qui s'appelait André Putman et où j'avais eu la chance de pouvoir collaborer à ce projet qui s'appelait l'Hôtel Morgan, ce qui pour un certain nombre de personnes veut dire quelque chose dans ce métier. Et effectivement, la totalité du mobilier et des agencements était fait par une société française, en fait, de Saint-Nazaire à l'époque, qui avait sous-traité à un grand fabricant, un grand agenceur français qui s'appelait Dennery. D'accord. Et Dennery veut dire aussi pour des gens d'une certaine génération une sorte de Rolls de l'architecture intérieure, du mobilier, de la décoration. Voilà, donc oui, on faisait ça, mais moi j'ai continué par la suite, non pas avec des marques comme celle-là, mais avec soit des éditeurs avec lesquels on peut développer, soit des luminaires spécifiques par exemple, dans le cas de Flows, ce qui m'est arrivé, et beaucoup de travaux avec des menuisiers, des agenceurs avec lesquels on développe des produits spécifiques. Voilà, et actuellement, oui, Écart International édite un certain nombre de sièges pour nous, qui sont des sièges qui sont ensuite déployés dans certains de nos projets, mais dans bien d'autres projets aussi. La ligne qui est éditée chez Écart, que vous avez designé, c'était pour un projet initialement ou c'est quelque chose que vous avez designé en dehors de tout projet? Chaque meuble ou chaque projet a sa propre histoire. Il se trouve que
cette chaise que vous connaissez était en fait déjà réalisée pour un horloger suisse pour lequel on a travaillé dans le monde entier, et j'avais déjà fait à peu près 200 pièces de cette chaise qui étaient réparties sur la planète. Et Eckhart, en la voyant, nous a proposé de l'éditer et de la prendre dans sa collection. Voilà. Non, parce que c'est quand même assez intéressant. C'est l'éditeur qui a vu le mobilier, qui s'est dit c'est intéressant de pouvoir l'éditer. Il y a beaucoup plus de flexibilité finalement. Moi j'étais très surpris quand on en avait parlé avec Jason, quand vous m'aviez parlé de la capacité à produire en sur-mesure. Bon, alors tout est une question de budget, mais aussi un architecte d'intérieur ou un architecte qui souhaite avoir une pièce, vous pouvez la réaliser dans l'absolu. Absolument. Vraiment, et ça nous arrive souvent pour un bureau d'avocat, on va faire une applique pour ce projet, donc il y a besoin d'une vingtaine d'unités. On peut faire quelque chose qui est bien moins cher que quelque chose qu'on va acheter dans le commerce. En fait, il y a beaucoup de préavis sur le bespoke, et en fait, le sur-mesure bespoke n'est pas forcément... C'est une question de bien dessiner, bien travailler le design, de faire en sorte qu'on a quelque chose qui est facile à fabriquer, mais on arrive à un esthétique qui correspond au projet. Et vous l'avez d'ailleurs fait, je voulais vous en remercier, pour le concours Intramuros Camondo. Je fais un peu d'autopromo, mais c'est vrai. Il y a eu 2 lauréats qui ont gagné le concours avec des luminaires, et Floss a produit le prototype. Je ne parle même pas de tout ce qui a permis de le faire tenir. Oui. Vous aviez mis la main à la pâte, d'ailleurs. Et en fait, les 2 designers ont eu des contacts avec d'autres fabricants qui voulaient prendre cette idée. Vous êtes agent finalement de designer maintenant, humblement. Oui. Ouais. Alors Jules, là vous avez votre dernier projet, enfin le tout dernier projet je crois en retail, c'est la boulangerie-pâtisserie Liberté. Hier on a reçu d'ailleurs Jessica Mille qui a fait le Liberté de la rue Ticton, je crois, si la mémoire est bonne. Turbigo. Turbigo, pardon, je confonds toujours. Turbigo. Et là, vous avez ouvert rue de Chaillot. Ouais. Liberté, c'est assez intéressant parce qu'ils font appel, un peu comme les autres d'ailleurs, à chaque lieu, son archi d'intérieur. Donc il y a un ADN de marque réel, mais il y a une grande liberté qui est accordée aux architectes pour le faire. Vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, avec plaisir. En fait, Liberté existe depuis une dizaine d'années et elle s'est imposée comme étant la première boulangerie à avoir ouvert avec un concept retail fort. C'est-à-dire que on sortait de l'agencement traditionnel des boulangeries qui était quand même, il faut le dire, un peu raidasse. Et Michael Ménichou, pour ne pas le citer, a mis le lieu comme une partie intégrante de l'expérience du client dans une boulangerie. Après ça, il a décidé d'en faire effectivement plusieurs, et chaque épisode, comme il les appelle, est différent, traité avec un architecte différent en fonction du lieu dans lequel il est. Donc le brief de la rue Chaillot est évidemment pas le même, on est dans le 16e arrondissement rue Chaillot, que le brief à Turbigo ou rue des Vinaigriers dans le 10e. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'évidemment, on doit garder l'identité de la marque, on doit garder l'identité du concept, en jouant avec la localité du lieu. Et c'est quelque chose qui est évidemment, qui passe évidemment aussi par le choix de ce qu'on va y mettre. On dessine beaucoup, évidemment, dans le retail. On dessine beaucoup le mobilier, on dessine beaucoup, mais on prescrit aussi et on choisit notamment les luminaires. Et dans un cas comme Liberté, le luminaire a une place importante. La lumière a une place importante. On essaie d'éclairer le produit, qui est en l'occurrence de la pâtisserie, un peu comme on le ferait dans le luxe. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de sublimer ça. Et pour ça, on a besoin des marques. On a besoin des marques qui, qu'elles soient en contract ou en design plus access, plus B2C exactement, sont là non pas que comme des fournisseurs, mais aussi comme des supports et comme des adjuvants au projet. À l'agence, j'ai un motto qui est que nos projets ne sont faits que de lumière. En fait, on sculpte les lieux avec de la lumière. Et ça, pour revenir sur le sujet de la lumière, on a besoin des gens qui savent. On a besoin les marques ne sont plus que de simples éditeurs ou des agents designers. Ce sont aussi des gens qui accompagnent dans le projet. Et ça, c'est essentiel. Il y a une vraie évolution, c'est que les bureaux d'études sont incorporés aux marques. C'est ce qui se passe chez vous. Vous avez des architectes, des ingénieurs. Exactement, oui. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus grand. J'ai 4 personnes à Paris. Après, nos multiples usines, on a des équipes. Mais nous, on insiste d'avoir 4 personnes plein temps à Paris pour justement travailler sur des projets, trouver des solutions.
et être sûr que l'on propose, on fait un Dialux, oui, pour être sûr que tout est parfait. Et ça s'est évolué dans le temps parce que quand moi j'ai rentré dans le monde d'éclairage il y a 15 ans en France, on travaille beaucoup avec des éclairagistes, lighting designers, et on s'était mal vu que les fabricants font des designs, des bureaux d'études parce que c'était comme on prenait une partie de leur travail. Mais en fait, on prend le parti qui, maintenant, on travaille évidemment avec beaucoup d'éclairagistes et de lighting designers, ils sont ravis que nous, on prenne ce parti peut-être moins excitant, et en fait, eux, ils concentrent sur le parti qui est de design, de conception, d'expérimentation, et nous, on peut juste confirmer l'hypothèse, et donc c'est un travail d'équipe. Non, c'est un vrai support, il y a du conseil. Vas-y, Jules. En fait, moi, je vois notre métier, et on verra si Thierry partage, mais je vois notre métier comme on est un hub, et on centralise énormément de préconisations techniques au service du projet, évidemment, mais tout ce que les gens ne voient pas, c'est la technicité qu'il faut dans une cuisine, sur de l'éclairage. Partout où on va finalement mettre l'accent, il va falloir une certaine technicité, et les marques doivent être là pour nous aider là-dessus. La lumière est quelque chose d'extrêmement savant, et on peut la traiter de façon très mathématique ou de façon très poétique. Et là-dedans, qu'on soit dans un domaine retail ou qu'on soit chez un particulier, il faut savoir amener cette lumière-là. Ce qui était pour l'instant assez difficilement admis, c'était qu'on puisse travailler en lumière sur du particulier. Nous, aujourd'hui, on demande aux marques, et justement, on demande aux marques d'éclairage de nous accompagner sur des vraies ambiances, même dans du résidentiel. Je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel. Je rebondis sur ce que dit mon confrère avec joie, parce que c'est tellement rare d'entendre ce type de discours, et souvent mal compris. Nous avons beaucoup travaillé dans le monde de l'horlogerie suisse, de la haute horlogerie, et donc on touche là au monde du luxe, mais c'est un métier artisanal, l'horlogerie, donc on a aussi affaire à des gens qui ne sont pas forcément très habitués au luxe. En revanche, le produit lui-même nécessite une connaissance de la lumière et une particularité de la lumière autour du produit horloger ou du bijou ou de la pierre, qui est très spécifique. Et on a énormément travaillé ça pendant 35 ans, puisqu'on a 35 ans d'horlogerie, en ayant eu à se confronter, grâce à Flos tout au début, je me souviens, c'était des luminaires de Flos qu'on avait un peu trafiqués avec l'aide de la marque, pour avoir une triple source, pour avoir une triple source d'halogène, de daylight et de fluorescent, parce qu'on n'éclaire pas de la même manière un diamant ou un saphir, et en même temps qu'un laiton ou un or qui a été laqué, un émail grand feu ou une chose comme ça. Et la lumière est hyper importante. Et puis la deuxième chose, pour rebondir sur ce que tu disais, il est vrai que dans tous les espaces commerciaux qu'on a pu faire pour le monde de l'horlogerie, d'une part, on éclaire le produit, ça c'est une chose, on est obligé de le faire, mais non, on a toujours adoré éclairer les clients. Un client bien éclairé qui se voit dans un miroir, dans le reflet d'une vitrine, est valorisé, il se sent bien. Ils sont heureux. Et voilà, je ne veux pas dire que ça influence l'acte d'achat, mais si, souvent sûr, oui. Bien sûr. Le fait de respecter le client à ce niveau-là est quelque chose de très important. Dernier point, je me souviens avoir discuté très souvent de ça avec Réna Dumas, qui était la patronne de RDAI à l'époque, et qui me disait que c'était une forme de politesse de travailler la lumière. Voilà. Et ça, je trouve que c'est exactement la belle phrase, quoi. Mais ça, je trouve ça encore assez étonnant qu'il y ait des boutiques, enfin des retail, où ce travail-là de valorisation du client dans les miroirs, c'est tout bête, mais il y a encore des lumières beaucoup trop froides qui créent des ombres disgracieuses, etc. Et c'est évident, Thierry, par rapport à ce que vous disiez, que l'acte d'achat en est influencé. Oui. On ne va pas acheter une veste si on se trouve moche. Voilà. Jason. Je suis 100% d'accord. Même Jason. Le nombre de fois, on a un éclairage zénital. C'est des bases, mais en fait, ils ne sont pas respectés parce qu'il y a un manque de sensibilité. Oui. Et ce besoin en sur-mesure, vous le voyez, pour sortir un peu du cadre de la lumière, dans le mobilier, par exemple, bon, j'imagine que chez Liberté, tout est sur mesure. Vous travaillez avec des agenceurs ? Oui, tout est sur mesure chez Liberté. On a travaillé avec des agenceurs français, dans le sud de la France en l'occurrence, et on a choisi l'agenceur pour le projet. C'est-à-dire qu'on a choisi l'agenceur parce qu'il était à l'île sur la Sorgue et qu'on avait besoin d'apporter une patine au lieu.
Et qui mieux qu'un agenceur de l'Île-sur-la-Sorgue sait travailler la patine. Juste pour rappeler le contexte, l'Île-sur-la-Sorgue, c'est ce village du sud de la France où on vend beaucoup de mobilier de Provence et de mobilier d'Antiquité. Et ils ne sont pas tous des dates qu'ils affirment être. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand on travaille avec ces gens qui sont au service de ces patines, ils savent nous emmener sur une sensibilité que tous les agenceurs ne savent pas faire. L'autre chose, c'est qu'évidemment, ça réclame une certaine flexibilité. Quand on travaille le laiton, quand on travaille des matériaux qui sont des matériaux multiples, il faut avoir cette culture à un moment donné du meuble pour pouvoir apporter le bon détail. Je rebondis sur ce que tu disais. On a aujourd'hui besoin de tordre les choses. En tant qu'architecte d'intérieur, en tant que créateur, quelque part, on a besoin de ne pas se conformer à ce qui est que sur catalogue. Et donc, évidemment, on va tordre, on va bidouiller, combien de fois j'entends qu'on trafique des choses que les gens pourraient imaginer intraficables. Et en fait, si, ça l'est traficable. Dans la lumière, dans le mobilier, partout. Et c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une marque, elle doit avoir cette flexibilité, cette agilité pour nous accompagner et faire l'extra mile qui va faire que le projet sera différent de celui d'avant. Et c'est en fait ce qu'on cherche aussi, nous, en tant que créatifs, c'est d'amener un projet à ne pas être une copie de ce qui a déjà été fait. Donc forcément, ça amène la marque à devoir nous suivre dans des choses où on ne se contente pas de ce qui est établi. Et puis le conseil et soutien technique, je veux dire, c'est vous libérer de plein de contraintes, ou en tout cas d'une gestion de projet, parfois qui n'est pas captivante, il faut le faire, mais qui est très technique. On en avait parlé ensemble chez Gagno, je ne sais pas si vous vous souvenez, où justement, d'ailleurs Gagno qui est exposant, la réelle plus-value de la marque, en dehors que c'est de l'ultra-luxe et que c'est très bien fait, très bien fabriqué et très beau, c'est cette capacité à avoir des grands spécialistes qui vont permettre à l'architecte d'intérieur de se décharger en partie de toute la problématique technique. Là, c'est très très technique l'univers de la cuisine, Jules, non? Ah non, mais bien sûr. Et puis Thierry en parlait tout à l'heure. Quand on a 35 ans de métier, on commence à acquérir les réflexes et le savoir-faire. Je dis tout ça avec beaucoup de respect et d'admiration. 35 ans, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais ce que j'espère que mais si je ne change pas de vie d'ici là, il faut se dire que c'est un métier qui est très complet. On touche à énormément d'usages quand on fait de l'architecture d'intérieur, et c'est principalement de l'usage. Et il faut bien comprendre, et ça c'est un acte d'humilité que peu font, qu'on ne peut pas tout savoir quand on commence ce métier. Il faut se dire qu'on a besoin des marques. Dans la cuisine, on a besoin des marques dans le bain, dans l'eau. Je veux dire, l'eau, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas quand on commence. Et il faut savoir être accompagné des gens qui vont nous donner les bons conseils. Parce que malgré tout, on a ce rôle de sachant auprès de nos clients. Et donc, on est censé savoir ces choses-là. Donc, si on fait un peu un acte une profession de foi d'honnêteté, on commence par ne pas tout savoir, et c'est pour ça qu'on a besoin des marques aussi. C'est pour qu'elles nous accompagnent là-dedans. Tu parlais vous parliez, parce qu'on se voit, ce que j'aime beaucoup. Vous parliez de ce reflet dans le miroir. La première fois qu'on fait un magasin, en tout cas pour ma part, on fait l'erreur. Moi, je suis tombé dans l'écueil du miroir mal éclairé. Et évidemment, on peut l'apprendre par soi-même, mais on peut aussi demander à des marques qui sont là-dedans de nous éviter de tomber dans cet écueil-là. C'est plus sympa pour les clients, déjà, et puis ça fait gagner du temps. Oui. Moins on sait, moins on demande. On en parlait tout à l'heure, il y a plein de gens qui sont très sur d'eux dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Je voudrais en parler un petit peu avec Thierry, qui connaît bien cette problématique. On est dans un pays extrêmement normé, les professions sont très encadrées. Architecture d'intérieur, finalement, pas tant que ça. Presque n'importe qui peut se réclamer du titre, ou en tout cas le mettre sur sa carte de visite, si je ne m'abuse. Oui, vaste débat, et très ancien, puisque je crois que la première fois qu'on a évoqué ce mot-là, c'est la naissance de l'UAM, c'est 1929, donc on arrive presque à 100 ans. Et au-delà de ça, vu la non-protection de cette dénomination, n'importe qui aujourd'hui, enfin, tous les gens qui sont dans ce salon ici peuvent s'appeler architecte d'intérieur, puisque rien n'est organisé sur la protection de cet exercice et de cette dénomination. Alors pourtant, il y a des cadres qui existent sur l'enseignement, par exemple. Il y a un référentiel d'enseignement au ministère de la Culture sur l'architecture intérieure. Il y a France Compétences qui bloque des diplômes au niveau 7, c'est-à-dire le plus haut, sur l'architecture intérieure. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir des certifications en 18 heures à l'université de je ne sais pas où, en Lorraine, et vous avez des gens qui vont arriver avec un papier en étant architecte d'intérieur. Donc le problème, c'est la prestation.
qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on fournit comme prestation à un maître d'ouvrage en fonction de la formation qu'on a. C'est ça le plus délicat aujourd'hui, et c'est le combat de ces organisations professionnelles comme le CFAI, le Conseil français des architectes d'intérieur, et à un niveau européen, le Conseil européen des architectes d'intérieur, qui regroupe une bonne vingtaine de pays qui, eux, ont réussi la normalisation, pas la réglementation, mais la normalisation et la protection d'une dénomination. Voilà, donc Parce qu'on parle de conséquences potentiellement graves. Je veux dire, pour Bah, être, c'est pour la être protection du coiffeur, il faut consommateur. avoir un diplôme. Pour refaire votre maison et potentiellement créer de graves problèmes, voilà, quand on n'a pas les compétences techniques et qu'on ne fait pas du coup appel et qu'on ne demande pas aux gens compétents, il peut y avoir de grosses conséquences. Et en plus, le Covid a créé beaucoup de vocations. Oui, l'inactivité fait que beaucoup d'indépendants chez eux, cloîtrés, sont d'un seul coup les propriétaires du bon goût et de la bonne idée pour aménager chez soi. Donc on est officiellement architecte d'intérieur. Mais on le sait, l'architecture intérieure, c'est le retail, c'est le contract, c'est l'hôtellerie, c'est l'aménagement d'espaces de foire, d'exposition, de choses comme ça. Ça n'est pas que refaire la salle à manger ou la salle de bain de Madame Michu, qui est votre voisine. Donc on va bien au-delà de ce qui est aujourd'hui en train de s'installer dans le domaine public. C'est une profession de spécialiste. Ça fait partie de la famille de la conception architecturale, au même titre qu'un paysagiste, qu'un ingénieur, qu'un architecte, etc. C'est à ce niveau-là qu'il faut le prendre, ce métier. Et puis ouais, j'insiste sur le fait qu'au-delà même des champs d'application qui dépassent le simple résidentiel, ce qu'on fait nous, c'est de l'usage. On ne fait pas que du décor. Le décor réclame une culture, l'usage réclame un vrai savoir-faire pour accompagner les gens dans une vie qui est donc quotidienne si c'est du résidentiel. Mais il est aussi hyper important de connaître les flux quand on fait du retail, dans l'hospitalité, la façon qu'on a d'asseoir les gens, la façon qu'on a de les faire manger, de les faire dormir. Tous ces savoir-faire-là, à un moment donné, il y a un degré d'exigence qui est effectivement pas toujours respecté dans ce métier. Et c'est un métier qui est un peu délicat parce qu'on est à la lisière entre justement la décoration qui en France a pour moi été galvaudée. On est pourtant la nation des décorateurs ensembliers. On a une culture de la haute décoration française qui est extraordinaire mais qu'on a galvaudée à un moment donné et qu'on n'a pas su valoriser suffisamment pour faire comprendre qu'il y a vraiment 3 niveaux d'intervention. Il y a l'architecture, il y a la décoration et puis il y a l'architecture intérieure qui va justement générer cette technicité et cet accompagnement sur des sujets qui sont des sujets souvent réglementés. On parle d'éclairage, donc on peut parler d'électricité, on peut parler de plein de choses. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on ait nous des bases. Et en 18 heures, je ne vois pas ce qu'on peut acquérir comme base. Ben voilà. Ouais. Tu vois, on dit très souvent, enfin, quand on va voir un ministère, quand on discute de ces choses-là dans les organisations professionnelles, on dit que l'architecte d'intérieur est celui qui conçoit l'espace à l'intérieur du cadre bâti. Déjà, ça cadre l'affaire. Et puis on rajoute un corollaire à ça, qui est de dire qu'il le fait à l'échelle de l'individu et avec une certaine temporalité dans la vie et l'ergonomie de cet individu. En fait, c'est l'usage. Et c'est la description de ce métier. En termes d'usage, justement, nous parlions hier avec d'autres interlocuteurs, cette hybridation des modes de vie et des modes de travail avec des bureaux finalement, co-living, co-working certes, mais aussi au sein d'un même espace, du mobilier qui était très hybride, qui pouvait être dédié finalement à la maison et se retrouver dans un bureau. Et que ces bureaux proposaient de plus en plus des services qui étaient dignes de l'hôtellerie pour capter. Et du coup, il fallait créer des espaces et faire appel aux éditeurs qui étaient capables de fournir le mobilier adéquat qui soit adapté à l'usage. Jason, vous avez travaillé récemment, justement, on en parlait, sur l'hôtellerie. Vous avez réalisé les luminaires pour un très bel endroit à Paris. Est-ce que justement, dans ce type de brief, vous proposez uniquement de la gamme, je dirais, contract, CHR, ou alors est-ce que vous êtes capable de proposer des lampes que nous pouvons ici avoir chez nous ? Comme j'ai dit au début, en fait, c'est toujours un mélange. Et il y a toujours, évidemment, pour des questions de prix, si un de nos produits standards correspond parfaitement, c'est ça qu'on va utiliser. Mais on va aussi essayer de trouver, en fait, en travaillant en solution. Et c'est ça qui est intéressant pour moi sur un projet, c'est de trouver de bonnes solutions. Donc,
si on a dans nos multiples catalogues, parce qu'on a beaucoup de produits standards, et on travaille beaucoup dans le monde de retail, donc en fait, on a des back catalogues des milliers de produits qu'on a fait pour des marques qui sont faciles à fabriquer pour nous également. Mais en fait, c'est la solution qui compte. Donc en fait, il faut comprendre la problématique, il faut parler avec le design team pour trouver exactement le usage, parce que c'est vraiment, c'est primordial. Et le moment que le brief est clair, après on sait ce qu'on va utiliser pour le projet. Y compris dans l'ultraluxe où il n'y a pas une forme de snobisme parfois de la part de l'architecte d'intérieur ou du designer à dire on va pas partir sur ce que vous avez en catalogue, vous allez me faire un truc juste pour nous, parce que c'est tel hôtel, il y a un positionnement, je ne veux surtout pas que le client retrouve le truc qu'il a chez lui. Dans notre luxe, on cherche d'avoir quelque chose, on cherche une surprise, on cherche du wow. Right? Et l'éclairage, évidemment, sont pas à jouer dans cet effet wow, une part assez important, parce que c'est vraiment la première impression, et après on comprend les détails des meubles, etc. Mais la première impression, c'est l'éclairage. Donc on a une responsabilité là-dedans. Donc c'est clair que, oui, on va chercher de faire des choses qu'on n'a pas déjà vues. On va essayer de marquer l'espace avec la manière qu'on utilise, qu'on sculpte de lumière. Parce que c'est vraiment, quand c'est bien fait, c'est ça. C'est de la sculpture, oui. La lumière, c'est de la sculpture. Ouais. Jules, Thierry, vous êtes snob ou pas? C'est-à-dire, vous voulez des trucs uniques quand vous faites? Plutôt, oui. Ouais, plutôt. Oui, enfin, je me souviens qu'il y a toujours une manière de, je ne vais pas dire déguiser, hein, mais d'utiliser la base d'un luminaire existant et de retirer quelque chose pour le remplacer par quelque chose d'autre. Ça m'est arrivé avec Floss et personne n'a jamais reconnu le luminaire Floss. C'était sauf l'agent français de l'époque qui m'avait dit qu'il était très très fier d'avoir vu ces luminaires, mais enfin personne ne les reconnaissait. Et donc non, on est. Je comprends le côté du projet hôtelier sur lequel on n'a pas envie de retrouver la lampe qu'on pourrait acheter. Oui, c'est une évidence. Mais il y a notamment un hôtel comme ça, pareil, qui a 5 étoiles, qui a beaucoup de floss, mais il a beaucoup de floss décoration. Et il y a eu des dans les chambres. Oui. Et il y a eu des retours, en fait, de dire finalement, j'ai la pipistrelle, j'ai la Taccia que j'ai chez moi. Est-ce que je m'attends pas à trouver autre chose? Ce sont 2 lampes qui sont sublimes. Mais ce que je veux dire, voilà, je pense que la plus-value de travailler avec un grand éditeur, et en l'occurrence un grand designer qui a fait l'hôtel, amènerait plutôt à aller faire fabriquer quelque chose, ou en tout cas d'aller chercher plus profond dans le catalogue de la marque. Dans ce type de projet, en fait, on ne va jamais savoir que c'est Floss, et ça nous va très bien. En fait, c'est la solution qui compte. Hein? On n'est pas là pour promouvoir dans le marque. On a déjà notre partie, notre gamme assez large de produits de grands designers qu'on édite depuis 60 ans. Mais dans le contract, on veut trouver des solutions pour nos clients, architectes et architectes d'intérieur, pour que la solution est là. Quand tout est terminé, on regarde et on appuie sur le bouton et tout le monde dit « Waouh !» Oui, c'est en marque blanche en fait. Voilà, c'est du back-office. Mais c'est ça qui est intéressant pour nous. C'est pas de dire « Regardez, on a mis ça, c'est la solution. Le end result. Et ça fait du sens quand on est, en tant qu'architecte d'intérieur, de s'adresser à une marque comme Floss ou autre dans la lumière. Parce que si tu veux faire aujourd'hui du sur-mesure, si tu veux faire un produit qui soit pour toi, il faut malgré tout que ce produit continue de servir sa fonction. Et sa fonction, c'est d'éclairer. Et ça, aller voir un artisan qui va travailler le métal, puis un artisan qui va travailler le verre, puis aucun d'entre eux ne va te donner l'expérience et les 60 ans d'expérience d'une marque comme Floss, qui va dire, OK, on fait un objet, mais c'est un objet lumineux. Et c'est dans ce savoir-faire lumineux que Floss va pouvoir se positionner, même si au final, ça n'est pas un luminaire catalogue. Pour le mobilier, d'ailleurs, j'ai interviewé cette semaine à la fois Tristan Lonner, qui sera avec nous demain, de RBC, et Paul Silvera, de chez Silvera. Vous travaillez plus avec les distributeurs ou avec les marques quand vous réalisez un projet? les deux. Les deux? Oui. Les distributeurs, pour une raison simple, c'est que les distributeurs multimarques, parce qu'ils ont cette capacité à gérer l'ensemble d'un projet avec des marques qui se mélangent et à gérer les expéditions, les livraisons, les réceptions, l'installation sur place, etc. Ce qui est
incomparablement merveilleux pour des gens comme nous. En dehors de ça, oui, travailler avec une marque qui va gérer son lot avec sa catégorie de mobilier personnel, pourquoi pas. Donc pour moi, c'est les deux, c'est un mix des deux. Oui, c'est les deux. Pareil. Non, mais c'est les deux. On a besoin parfois. En plus, ça dépend aussi des projets, mais on peut avoir besoin d'un spectre large de conseils sur beaucoup de choses, beaucoup d'objets. Voilà. Et donc là-dessus, le distributeur joue pleinement son rôle. Et puis parfois, on sait très bien ce qu'on va chercher et on peut s'adresser à la marque directement. Donc c'est vraiment, ça dépend du contexte. Et souvent, nous, on travaille sur un projet en direct pour une partie architecturale et pour les produits standard catalogue avec un distributeur, notamment les deux que vous avez mentionnés, beaucoup, des très beaux projets. Donc, et c'est important pour nous aussi d'appuyer sur, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Donc, c'est très intéressant d'appuyer sur leurs expertises. Mais parfois, vous ne savez pas où vont les luminaires d'ailleurs. Aussi. Pour des gros sièges sociaux, on vous commande 200 Ça ou nous 300. Ça m'arrive assez souvent de rentrer dans un bâtiment. C'est bien utilisé. Et après, je cherche qui était l'architecte. Mais c'est des surprises comme ça, c'est toujours sympa. Ouais. Parlez-nous un petit peu de vos projets actuels, tous les trois. Thierry, vous travaillez sur quoi en ce moment avec Martin Caisse, votre associé? C'est très varié. On a beaucoup réduit cette activité ces dernières années pour des questions que je n'évoquerai pas ici. Mais voilà, donc on a aujourd'hui plusieurs particuliers en Europe, en fait. Belgique, Allemagne, Suisse. Et plusieurs choses qui sont à venir dans le sud de la France. Donc voilà, c'est une agence qui fonctionne toujours. Et encore pour un petit bout de temps. Et Jules? Nous, on a la chance d'accompagner plusieurs marques qui sont des marques nées digitales et qui se physicalisent. Donc en l'occurrence, qui vont maintenant investir des vrais lieux. On a Bobby's, qui est une marque de chaussures qui a une dizaine d'années et avec qui on ouvre 3 à 4 magasins par an depuis 3-4 ans. On a ouvert à Amsterdam il y a 3 semaines, Aix jeudi. C'était dans le Marais originellement. À la base, ils étaient dans le Marais. Ils avaient une toute petite boutique rue des Blancs-Manteaux qu'on a refait 3 ou 4 fois. Et là, maintenant, il y a plusieurs boutiques dans Paris. Il y a des magasins en projet en Europe, en France. Donc ça, c'est quelque chose qui nous occupe pas mal et qu'on prend beaucoup de plaisir à faire parce qu'un déploiement retail comme celui-là, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui en France et en Europe qui se passe. Ces deux associés hyper dynamiques et hyper enthousiastes avec qui on a fait le choix de ne jamais faire 2 fois la même boutique. Donc c'est un peu particulier, mais on essaye d'inventer à chaque fois en fonction des lieux dans lesquels on s'installe. Et ça marche plutôt pas mal. On prend pas mal de plaisir à faire ça. Puis on accompagne aussi une marque qui s'appelle Bonsoir. À qui on a ouvert le premier magasin vendredi. J'ai reçu la newsletter ce week-end, voilà. Figurez-vous, pour Bonsoir. Continuez de me vous voyez, j'aime bien. Ouais, je sais, il y a un truc qui se passe. Ouais. C'est une marque de quoi? C'est une marque de linge de lit, Bonsoir. Très très jolie. Et c'est une vraie DNVB, vraie digital native, qui a décidé d'ouvrir son premier magasin rue Étienne Marcel, évidemment, puisque la rue Étienne Marcel a beaucoup muté. Oui. Elle était avant une place vraiment de la mode et elle est aujourd'hui de plus en plus maison avec NV Gallery, Tika Moon, AMPM qui est là. Et on a pris un lieu qui en plus pour moi était symbolique en tant que Parisien, qui était le premier Linas. Ah oui, je vois bien, au coin à côté de The machin. Qui était NV Gallery, qui s'appelait The Shop. Ou The Shop, voilà, exactement. The Shop, sur 2 niveaux, un truc assez étonnant, qui était le premier à importer les vieux 501 américains à Paris, donc ils te vendaient des jeans des années 20, etc. Ça avait un autre nom avant encore. Who's Next, ça s'appelait avant. Who's Next, comme le salon, exactement. Donc ça va être à cet endroit-là. Et donc c'est à cet endroit-là, ça a ouvert vendredi. Ça a ouvert vendredi matin. Super. Et c'était assez chouette. Et puis l'idée c'est que, évidemment, c'est le premier de ce qui pourrait normalement être une série. Donc c'est pas magasin éphémère. On est très attentif. Ah non, c'est un vrai. C'est un vrai enduro. Ouais, ils avaient fait un test l'année dernière dans le Marais, justement, rue de Turenne. Et c'est ce test qui leur a fait dire que le retail physique était quand même une bonne chose. Et ça, c'est assez génial et ça va nous renvoyer à la discussion qu'on avait tout à l'heure. C'est des gens qui sont extrêmement forts en UX, donc en user experience, en digital. En digital, ouais. Et d'un coup, les amener sur le physique,
crée un échange entre eux et nous qui est extraordinaire parce qu'eux arrivent avec toutes les bonnes questions qu'il faut se poser, mais côté digital. Et c'est comment est-ce qu'on transpose tout ça et comment est-ce qu'on fait le transfuge de cette expérience digitale en physique. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans l'autre sens avec Merci, que j'ai co-dirigé pendant 5 ans. Et c'était comment est-ce qu'on apporte l'expérience du magasin sur un site internet. Et on se rend compte qu'en fait, c'est des questions qu'il ne faut pas adresser comme ça. Il faut l'adresser vraiment comme une expérience physique avec sa temporalité et une expérience digitale avec ce qu'elle a d'instantané et les besoins qu'elle peut générer aussi d'efficacité. Donc c'est 2 choses qui sont parfaitement différentes et sur lesquelles, là aussi, il y a de l'usage, évidemment. Il y a des programmes de recherche là-dessus en architecture intérieure au niveau européen maintenant, dans d'autres pays, parce que la France n'a toujours pas, en dehors de l'école Camondo, de programme de recherche, où on parle des lieux de conversion, c'est-à-dire passer des mots aux faits. Comment incarner une promesse de marque à l'intérieur d'une architecture. Et voilà, là, il y a un sujet pour les décennies qui viennent qui est essentiel. C'est essentiel. On est des catalyseurs de marque. Donc forcément, on reçoit à un moment donné, on a la responsabilité de transposer la marque dans un lieu. Je travaille avec, notamment avec Louis Vuitton sur pas mal de sujets. On se rend compte de l'importance que c'est que la transposition de la marque dans le lieu. C'est essentiel. Est-ce qu'on a un retour sur les lieux physiques? Parce que beaucoup de fermetures, on a beaucoup de marques qui se retirent. Évidemment, c'est beaucoup plus rentable d'être de manière majoritaire digitale avec quelqu'un. Mais je n'ai pas de stats, mais je peux savoir un petit retour sur... J'ai un certain âge et moi, j'ai besoin de voir ce que j'achète. Alors, ouais, ce évidemment. vaste débat, on va le continuer hors antenne, car on me demande de quitter le plateau tout de suite. Tout de suite. En tout cas, je vous remercie tous les 3. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Oui. Voilà, on débarrasse. On vous laisse entre d'autres mains pour la prochaine table ronde. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. On va retrouver des interlocuteurs qu'on a évoqués d'ailleurs. On a parlé d'AMPM. Je recevrai Emmanuel Gallina qui design pour Polyform et MPM. Donc ça va être le beau à tout prix. Pas mal, hein? Voilà, merci. Et on va échanger aussi sur les nouveaux sièges sociaux et les nouveaux cadres de travail. Je vous remercie et à demain.